Bonjour, nous sommes le 19 septembre 2020 et bon, j'essaye de faire une autre petite vidéo suite à un petit article que j'ai essayé de faire euh, ces jours-ci. J'avais remarqué que on n'avait jamais une très bonne représentation du PIB. Donc c'est le PIB, c'est un truc dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce que c'est. Alors, je pense que c'était utile à faire. Euh, bon, donc c'est un petit graphique. Ensuite, j'essaierai de mettre cette vidéo en incrustation du graphique pour qu'on sache un petit peu, enfin qu'on voit en même temps le graphique, en même temps que j'en parle. Le PIB, c'est vrai que bon, j'ai l'air d'être un pauvre imbécile à parler tout seul du PIB dans mon coin. Si j'ai voulu en parler, c'est parce que je pense qu'il y a il y a un gros malentendu. Un malentendu sur le fondement de la société. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais il y a vraiment un gros malentendu en ce moment. Et depuis longtemps. Euh, en ce moment, et depuis 40 ans, depuis qu'il y a des problèmes d'emploi dans ce pays, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit la puissance publique qui essaie de lutter contre la disparition du travail progressive qui a lieu, et donc on ne peut pas dire que les élus sont de mauvaise volonté, mais ils y croient, donc ils croient que on peut redresser la situation de l'emploi en investissant toujours plus d'argent public donc pour essayer de favoriser l'activité économique. C'est le contresens précisément, il est là. C'est une inversion de, de, c'est une sorte de contresens social, une inversion de ce qui a présidé à la fondation des sociétés organisées telles qu'on les connaît depuis le néolithique. C'est-à-dire que comment on a organisé la société dès lors qu'on a décidé de partager les fonctions entre différents intervenants dans la société. On peut imaginer par exemple une société primitive où il y a par exemple il y a celui qui construit les maisons avec des briques de torchis, il y a celui qui élève du bétail qui fait cette activité, il y a le cultivateur qui plante, je sais pas moi, des céréales et qui récolte les céréales. Il y a, et puis il y a, je sais pas moi, celui qui élève des poules, etc., etc. Et puis, ayant décidé de cette organisation sociale-là, il va de soi que on peut être attaqué par un clan adverse qui va venir voler les poules. On n'est plus une bande de nomades qui errent dans la savane à la recherche de fruits, de petits gibiers. Donc dès lors qu'on s'est organisé comme ça et qu'on est devenu sédentaire, on a aussi la nécessité d'organiser les choses pour assurer notre sécurité, euh, pour assurer l'éducation, la transmission des savoirs, toutes sortes de choses qui découlent directement de cette organisation sociale. Alors, là, manifestement, depuis quelque temps, on dérive complètement. C'est-à-dire que on est en train d'inverser les choses, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit on voit que la puissance publique, donc l'État, qui est une émanation en fait de notre organisation sociale, ben, l'État il réinvestit pour créer de l'activité économique et
Donc c'est comme si, bon, si on fait ça dans une proportion très grande, on va vers la destruction de la société, évidemment, parce que euh, si l'organisation avec des services collectifs absolument nécessaires dès la fondation de ce genre d'organisation, si tout ça disparaît au profit et réinvesti dans l'activité économique marchande, bon, fatalement, on va vers une sorte d'esclavage. Si le, comment expliquer ça? Bon, en fait, la base de tout ça, c'est que c'est l'économie marchande qui finance tout ce qui est non marchand dans notre société. Lorsque on parle d'éducation, de protection, de l'armée, bon, évidemment que ces services-là ne peuvent pas se financer tout seuls, ça a l'air d'être évident. Si on prend par exemple un hôpital, bon, soigner les gens, ça n'est pas une activité marchande, ça ne génère pas un bénéfice marchand, et donc c'est pas possible par exemple que l'hôpital vienne financer l'armée. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les services publics sont constitutifs de la fondation de la société sédentaire. C'est une partie intégrante, ça n'est pas l'activité économique qui permet de financer des services publics, de financer l'armée, l'hôpital, de se soigner, etc. Ces services publics sont une partie constitutive de l'organisation sociale sédentaire. Sinon, l'alternative, c'est de redevenir chasseur-cueilleur, repartir dans la savane avec des lances, des flèches, bon. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment. On réinvestit, c'est-à-dire on donne la priorité à l'activité économique parce qu'on est en pénurie d'emploi, le travail disparaît. Et alors les États, depuis 40 ans, ils essaient en fait par tous les moyens de reprendre en fait avec de l'argent public, de subventionner l'activité, de la doper en fait. En ce moment c'est le Tour de France. C'est exactement ça. On essaie de doper l'activité économique pour pouvoir continuer à financer les services publics. Mais il y a un moment, ça ne marchera plus. Ça ne fonctionnera plus. On pourra plus doper comme ça l'activité. Et d'ailleurs, ça ne marche plus. Et on pense, comme dit Paul Jorion, si je crois qu'il citait Lacan, si on n'a pas compris l'espérance qui est dans le cœur de chaque humain, on n'a rien compris. Effectivement, en ce moment, c'est ça. On regarde Emmanuel Macron, c'est une sorte de bête d'espoir, qui il est très actif, très dynamique. Il s'active dans toutes sortes de choses, il est persuadé qu'on va de l'avant, qu'on n'est pas des Amish, on croit à la technologie et tout ça. Bon, très bien. Mais il ignore le point central de la chose, c'est que lui et le gouvernement ne cessent d'affaiblir la société en réinvestissant ces sommes colossales d'argent public dans l'économie. C'est un contresens fondamental. On ne pourra pas le faire indéfiniment. Sinon, on redeviendra totalement esclave. On va vers la destruction
destruction des fondements de notre société. Alors, moi je me trouve toujours un petit peu bête à dire des choses comme ça, parce qu'on est toujours l'oiseau de mauvais augure. Ah, bon, eh oui, ah, mais qu'est-ce que tu racontes, tout va bien, et machin, et tout va bien, et tout va bien. Bon. On en est à peu près à 10% du PIB marchand qui est réinvesti, euh, dans l'activité économique pour essayer de créer de l'emploi. Et puis en ce moment, donc on parle de relocalisation, mais il n'y a aucune illusion à se faire sur les créations d'emplois des relocalisations. Ce qui va se produire, c'est que les relocalisations vont peut-être se faire, mais qu'elles vont se faire avec 10 fois moins de gens au travail. Ce sera des industries robotisées c'est vrai que pour faire des voitures, s'il n'y a plus que de l'électricité et puis des machines, les charges sociales, on s'en fout. Donc voilà les relocalisations, mais lorsqu'il y aura 4 millions, 5 millions de personnes au chômage, lorsque fatalement donc les inégalités vont s'accroître parce que tous les bénéfices de ces fabrications iront aux détenteurs de capitaux, ils n'iront pas aux chômeurs ou pas après des luttes très difficiles. Donc ça n'est qu'un processus qui s'aggrave d'année en année depuis 40 ans et qu'il faut regarder en face. Moi, je cite souvent mon livre de chevet. Mon livre de chevet, c'est un livre de Pierce Paul Reed qui s'appelle Les Survivants. C'est l'histoire de ces gens qui étaient perdus dans les Andes. C'est une équipe de rugby qui s'est retrouvée. Il y a eu un très bon film d'ailleurs qui a été fait sur eux. Ils se sont perdus, leur avion, la queue de leur avion a touché le sommet d'une montagne, ils étaient en difficulté dans du mauvais temps et ils se sont retrouvés comme ça, perdus au milieu des Andes. Et pour bien comprendre cette histoire d'espérance, je trouve que c'est un très très bel exemple parce que au bout de quelques temps, personne ne venant les chercher, il y a eu en fait un très grand groupe de gens qui pensaient toujours que les recherches allaient les trouver. Donc ils avaient cette espérance que on viendrait les chercher, et qu'il y a tôt ou tard. Et puis il y a eu, heureusement, il y a eu un petit groupe de personnes qui a dit non, les recherches sont arrêtées. Effectivement, les recherches étaient arrêtées puisque l'avion blanc sur le fond blanc de la neige dans les Andes, tellement immense, c'était impossible de continuer les recherches. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc ils avaient arrêté les recherches au bout d'une semaine et demie, disant c'est pas possible de trouver l'avion. Et ces deux personnes-là, il y a deux personnes, je crois que c'était Fernando en particulier, puis le deuxième, j'ai oublié le nom, qui sont partis tout seuls dans la montagne pour aller sauver les autres. Et donc dans des conditions extrêmement difficiles, puisque c'était une équipe de rugby, mais ils n'avaient pas de chaussures de montagne et tout. Donc ces deux personnes, elles ont escaladé les montagnes, ils ont dormi dans le froid, dans la neige, ils sont arrivés totalement affamés, faméliques, au fond, dans une vallée où ils ont rencontré deux paysans qui sont allés chercher les secours, puis après ils ont pu guider les secours vers l'avion. C'est quelque chose comme ça devant lequel nous sommes, mais ça nous arrive mollement, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on a toujours plus de chômage, toujours plus d'indigence, tout ce qui va avec, la délinquance, la prostitution, il n'y a aucun espoir en restant sur le même schéma d'espoir, oui, on va faire ça, on va investir, on va créer des technologies nouvelles, du big data, machin. Mais le big data et toutes les technologies, on nous dit qu'elles créent de l'emploi, mais ça ne crée pas d'emploi. Évidemment, ça crée de l'emploi qui va en faire disparaître d'autres. Si le solde net il est négatif, si on prend
Le big data, enfin toutes les technologies de l'information, enfin, ces sites, on voit bien que par exemple Amazon a détruit énormément d'emplois de libraires et de disquaires. Je veux dire, si on ne le voit pas, on ne regarde pas les choses en face. Et c'est la même chose pour un tas de trucs. Bon, il y a quelques nouveaux services. Bon, Uber Eats par exemple, bon, c'est un nouveau service, d'accord, mais avant les gens ils allaient au restaurant, ils sortaient, ils allaient au restaurant. Ou Uber Eats, il a pris le boulot, je sais pas moi, d'un vendeur de pizza quelque part. Non, ces technologies sont principalement orientées vers le business. Il n'y a pas de nouveaux services, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a bon, maintenant que tous les services de base aux consommateurs ont été remplis, la machine à laver, la télé, il y a quelques nouveaux services culturels, d'accord, mais c'est pareil qu'ils vont prendre, si on prend Netflix par exemple, bon, c'est des séries, les gens regardent des séries sur leur téléphone, mais en même temps, bon, ils vont pas au cinéma, donc ces nouvelles activités en prennent sur les anciennes, le solde est toujours en défaveur de l'emploi surtout en défaveur du travail contre le capital. Le capital, c'est le capital qui finance tout ça. Voilà. Donc c'est difficile de tenir un discours qui dit aux gens ça va être très très difficile. Il va y avoir des convulsions sociales extrêmement difficiles parce que le travail est au centre de toute activité humaine, de toute notre idéologie. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain sur cette terre, on se bat pour le travail, on se bat pour travailler, parce que le travail, c'est au centre de tout ce qui fait notre survie sur cette terre. On se bat contre la nature, on se bat pour faire construire sa maison, on se bat. C'est une idéologie on est, c'est quelque chose qui va être très très difficile à quitter. Cette idée du travail comme le moyen de s'en sortir, tout ça n'existe plus. Et donc il y aura des convulsions énormes. C'est quelque chose de très difficile à dire, mais on y est dans ces convulsions, dans cette incompréhension en fait qui mène à des convulsions. C'est Donald Trump aux États-Unis. Les Américains ne le comprennent pas. Ils voient bien que ils n'arrivent plus à vivre et il y en a d'autres qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts, alors donc et tout ça, ils trouvent des boucs émissaires, les électeurs de Trump cherchent des boucs émissaires, ils disent ah bon bah c'est sûrement les Noirs qui veulent rien foutre, effectivement les Noirs ils sont plus au chômage que les autres, mais c'est pas la cause profonde du désarroi. Et puis il y a aussi les économistes qui n'y comprennent rien. On a l'impression que les économistes ils n'ont pas d'analyse correcte de la situation. On écoute Dominique Seux à la radio. En gros, tout c'est business as usual. Il faut continuer, il faut investir, il faut soutenir Air France avec de l'argent public. Tout ce qu'on peut amener d'argent public en faisant de la dette, on l'apporte et puis on continue comme avant. Mais en continuant comme avant, ben, on continue dans le même processus de destruction de l'emploi et on va vers des problèmes très graves qui vont découler de l'indigence généralisée. Quand il n'y aura plus de caissière dans les supermarchés, ben, la caissière elle va être au fond d'une banlieue dans un petit HLM en gagnant 3 fois rien, puis elle dealera de la drogue pour remplir un peu son frigo. C'est inévitable. Les gens ne se laissent pas, décrépir jusqu'à mourir de faim. Donc, je veux dire, bon, on sera comme on commence à voir des bidonvilles à Paris. Ça n'est que le début. On va vers ça, des bidonvilles, des gens qui vivent comme dans les favelas au Brésil. On le voit ce que c'est.
la disparition du travail, ces gens-là, ils ont quitté l'organisation sociale. Voilà, ce n'est pas très optimiste, mais je tenais à le dire.